BFM Business, l'émission qui donne envie d'entreprendre, l'entreprise BFM avec les éco-entrepreneurs. Philippe Bloch et Arnaud Le Gall. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la 537e édition de l'entreprise BFM. Vous le savez, désormais diffusée à la fois en télé et en radio et multidiffusée, puisque au-delà de cette première séquence du samedi, on peut bien sûr se retrouver le dimanche à 22h et le mardi à 14h. Mais ce qui ne change pas, bien sûr, c'est notre format. Première partie d'émission, un grand témoin entrepreneur, et on va avoir le plaisir de retrouver un ami. Il est déjà venu dans cette émission, on a déjà raconté son parcours, mais il est trop beau pour ne pas le revoir. C'est celui de Christian Poyot, le cofondateur de Micropole. Et puis on accueillera bien sûr une niaque de la semaine, une niaque Move J cette semaine, avec Félix Malfait, le cofondateur de Lucky Homes. BFM Business, l'entreprise BFM. L'invité. Et je le disais Arnaud, bonjour d'abord. Bonjour. Je vais vous saluer Arnaud, je suis mal élevé aujourd'hui. On se retrouve avec un ami finalement, parce que c'est un entrepreneur qu'on aime, qu'on connaît bien, dont on a déjà raconté le parcours, Christian Poyot, le cofondateur de Micropole, mais vous allez quand même nous le rappeler ce parcours. Un compagnon de longue date, effectivement, pour cette émission et pour l'ensemble de la communauté entrepreneuriale dans ce pays, parce que sa modestie du tel en souffrir, effectivement, nous accueillons ce matin une figure emblématique de l'entrepreneuriat français et puis aussi un pionnier du numérique, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Micropole, c'est en cette année 30 ans d'aventure entrepreneuriale pour Christian Poyot, puisque c'est en 1987 qu'il a cofondé l'entreprise avec Thierry Létoffé, après un parcours dans le conseil, notamment chez Deloitte et KPMG pour Christian, et chez Dassault Électronique, je crois, pour son associé. Cette start-up, elle est devenue une ETI de plus de 110 millions d'euros. Le compteur tourne toujours, donc on a souvent besoin d'actualiser nos tablettes. Et quelques 1200 salariés présents en Europe, mais aussi en Asie, avec une palette de services qui apportent à ces solutions des solutions à ses clients des solutions pour leur fameuse transformation digitale et le pilotage et la gouvernance de leurs données. Christian Poyot il a par ailleurs une autre singularité. C'est qu'il est toujours actif dans l'animation de la communauté entrepreneuriale. Il a fait partie du canal historique aussi de Croissance Plus qu'il a présidé. Il est aujourd'hui, entre autres, administrateur du collège entreprise de services du Syntec numérique ou encore vice-président du comité transformation numérique du MEDEF, du digital, là où Christian Poyot passe. Merci Arnaud, bonjour Christian. Bonjour Philippe, bonjour Arnaud. Alors les plus jeunes auditeurs ne peuvent même pas comprendre ce que je veux dire, mais les guignols... Chirac dans les guignols aurait dit putain 30 ans. Ça a passé à toute vitesse, non? Ah, ça passe vite, oui, ça c'est le moins qu'on puisse avec dire. Le recul, vous imaginiez il y a 30 ans ce qu'allait devenir Micropole? Absolument pas, on s'est lancé, on avait donc 27 ans. On était dans... Première boîte, première boîte, oui, après mes études à Dauphine, j'ai travaillé pendant 3 ans et demi dans le conseil. Ouais. Superbe expérience aussi. Puis après, on a créé cette boîte sans du tout, mais vraiment aucune idée de l'endroit où nous allions. On partait à l'aventure avec un goût d'indépendance. On évoquait hors antenne tout à l'heure la motivation des entrepreneurs d'aujourd'hui, dont certains savent déjà qu'ils vont vendre leur entreprise 3 ans plus tard, ou en tout cas en ont ce projet. C'était quoi votre motivation à l'époque? Je crois que c'était surtout l'indépendance, le premier point certainement, de se dire ok, on va pouvoir agir exactement comme on veut, ou avoir des idées, la liberté. Je pense que c'était le premier sujet. Après, l'idée, qui n'est pas une idée fondamentalement géniale, c'était de se dire, ou le pressentiment, c'est que la technologie allait prendre une place de plus en plus forte, et c'était d'amener la technologie aux directions métiers. Alors à l'époque, c'était surtout les directions financières, directions des ressources humaines. Après, ça s'est étendu, mais c'était surtout ça. Alors on va pas faire rire nos auditeurs si on leur parle effectivement d'Excel ou voire de multiplans. Du modem pour connecter un vieux Macintosh. Et à l'époque, on imagine un contrôleur de gestion quand il a eu un tableur la première fois, mais c'était magique, révolutionnaire. Mais il faut juste, pour bien mesurer, pour ceux qui sont trop jeunes pour avoir connu ça, on est quelques années après le lancement de Windows, on est encore 7 ans avant l'arrivée des premiers fournisseurs d'accès à Internet. Et la France de l'époque, c'est ça. On est 3 ans après le petit Macintosh, Exactement. qui révolutionnait l'informatique personnelle. Oui, on est dans un monde qui aujourd'hui semble complètement absurde. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'email. Mais déjà, la technologie faisait bouger les lignes. Les ordinateurs portables faisaient 7 ou 8 kilos. Mais déjà, ça faisait bouger les lignes de manière énorme. Et alors, vous vous êtes lancé effectivement 2 indépendants sur un marché où il y avait déjà des acteurs, on va dire les services technologiques, les services informatiques à l'époque. Votre facteur de singularisation, de différenciation à l'époque, c'était quoi? Alors, il y avait 2 choses. Il y en a une qui était quand même d'être sur ces nouvelles technologies, parce que quand une nouvelle technologie arrive, et c'est le cas encore aujourd'hui, c'est celui qui la maîtrise qui peut casser les lignes, si j'ose dire. Aujourd'hui, quelqu'un qui va bosser dans l'intelligence artificielle ou la blockchain, on va surtout regarder sa compétence et pas son historique. Il n'a pas besoin d'exister
métier depuis 30 ans. Donc ça, c'est un point important. Et puis la deuxième singularité, c'était qu'on amenait l'expertise métier. C'est pour ça qu'on s'est associé à deux. Donc mon associé qui est lui ingénieur vraiment informaticien sur la technologie, et moi qui ne suis qu'un consultant, mais un peu multitâche, si j'ose dire. Donc on savait parler aux directions métiers. Et là aussi, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la même chose. La technologie, c'est pas la technologie pour la techno, c'est comment faire évoluer les sites marchands, le marketing, les ventes en ligne, etc. Voilà. Justement, à ce sujet, au-delà des services, il y a une des choses qui m'a marqué lorsque je préparais cette émission, que je me replongeais un petit peu dans la Micropole Story, c'est le choix des mots. Vous parlez par exemple à propos des données, de pas simplement leur exploitation, leur analyse, mais aussi de leur gouvernance. C'est pas anodin quand on sait l'entrepreneur que vous êtes. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire justement de la manière dont Micropole veut travailler avec ses clients ? Mais c'est à nouveau la même idée de dire les données, c'est pas juste la technologie qu'on stocke quelque part ou qu'on trie, etc. C'est de l'information, la donnée. C'est de l'information sur ses ventes, sur ses clients, sur ses produits, sur le niveau de réussite, etc. Donc, et ces données, il faut les piloter, il faut les gouverner, il faut les analyser, il faut savoir qui en est propriétaire. Et à partir de là, on peut créer de la valeur, proposer de nouveaux services, proposer de nouveaux développements. Donc encore une fois, c'est privilégier l'approche plutôt métier, business model, que l'approche technologique. Enfin, ce n'est pas l'une contre l'autre, mais en tout cas, peut-être très souvent, on prend l'approche uniquement technologique et pas assez métier et process. Alors, on voit votre métier, donc c'est la fameuse transformation numérique, celle de vos clients. Vous les aidez à gérer cela, mais aujourd'hui, c'est devenu une sorte de mot fourre-tout. Très concrètement, les lignes de front, elles sont où pour les entreprises avec lesquelles vous travaillez ? Oui, et si je peux juste un complément, parce que le data dont on parle, à l'époque, vous n'en parliez pas en 1986, aujourd'hui c'est la grande révolution du moment. Comment est-ce que vous restez dans l'air du temps là-dessus ? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se créent sur ce créneau aujourd'hui du data. Comment est-ce qu'après 30 ans, on reste avec cette fameuse avantage au premier attaquant, en tout cas, comment on garde son quart d'heure d'avance? Alors, il y a le fait qu'il faut toujours être très fort en R&D, donc avoir des équipes qui, elles, éclairent aussi la ligne. Alors, on est toujours moins dynamique que une start-up, il ne faut pas se raconter de bêtises. Enfin, on reste une entreprise petite, évidemment, par rapport à des géants, mais une start-up va toujours beaucoup plus vite. Par contre, on incube nous-mêmes des start-up, on a un accélérateur au sein de Micropole qui permet de garder cet aspect veille. Ça, c'est un point important. Et puis après, c'est encore une fois de raisonner pas uniquement sur la techno, mais comment on va l'utiliser. Je reprends vraiment mon exemple. Vous prenez des grandes sociétés dans le retail, on va prendre cet exemple-là, on va vous dire, OK, je peux détecter dans le magasin où va telle personne, à quel endroit, etc. Bon, mais une fois qu'on a l'information, qu'est-ce qu'on en fait ? Et qu'est-ce qu'on en fait ? C'est comment on vend plus. Donc, comment on offre un service complémentaire. Donc, au final, comment on augmente son chiffre d'affaires et sa rentabilité. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et je pense que c'est ce que nous amenons aux entreprises. C'est-à-dire le fait de dire, OK, on maîtrise la techno, mais à côté de ça, on comprend votre business model et on va bâtir avec vous la manière de l'implémenter pour vraiment avoir un ROI. C'est ça qu'il faut être, sur quoi il faut être très concret. Vous n'avez pas attendu que ce soit à la mode pour effectivement rentrer dans la technologie, mais par l'usage, plus que par la solution elle-même. Exactement. Ce n'est pas simplement un problème de DSI. Et aujourd'hui, la transformation digitale, il y a deux choses. De toute façon, ça bouleverse tous les business models, ou ça les fait évoluer, mais il y en a certains donc, que ça disrupte complètement, où c'est vraiment une cassure complémentaire, la désintermédiation grande échelle, où on a des surtraitants style Uber ou tout un tas de choses. Et là, c'est encore plus un raisonnement de process. La transformation numérique, digitale, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant tout, c'est une notion de business model et de process, plus que de technologie en tant que telle. La technologie le permet, mais ce n'est pas elle qui est le point majeur. Qui sont les clients, Christian Pouillot, de Micropole aujourd'hui ? L'essentiel, TPE, ETI, petites boîtes ? Non, plutôt très grands groupes ou groupes internationaux ou ETI à l'international. On est finalement assez peu sur les TPE ou PME parce que c'est vrai que ces investissements qui sont quand même relativement lourds, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc on va être soit sur les très grands groupes, soit par contre une société très dynamique à l'international parce que quasiment tous les projets qu'on mène, du fait même de la réalité on va dire, du web, de l'Internet, etc., sont déployés au niveau mondial. Comment avez-vous réussi cette internationalisation ? Est-ce que c'est que vous avez accompagné vos clients français qui eux-mêmes étaient en croissance internationale ? C'est souvent le cas dans les entrepreneurs qu'on reçoit. Ou est-ce que vous avez été volontariste et éventuellement acquéreur de sociétés ? On a toujours eu la volonté de se lancer à l'international. Parce que je veux dire, c'est amusant. Et puis quand on dit. C'est amusant, mais c'est compliqué. Non, c'est très compliqué. C'est cher, c'est très compliqué, c'est très long, c'est souvent très décevant. En plus en Asie, quoi. Donc, oui, en Asie, ça, en plus. Faut pas se raconter de bêtises. Voilà. Donc, faut pas que ça soit le miroir aux alouettes où on fonce la tête baissée en tant que tel. Mais on était conscient que c'était un sujet motivant pour l'ensemble de l'entreprise. Deux, c'est une demande de nos clients et ça l'est encore plus aujourd'hui. Et après, comment est-ce qu'on a fait ? C'est vrai, souvent en suivant nos clients. Et puis après, par opportunité, sur la Chine, c'est quelqu'un qui est un ami de longue date de mon associé qu'on a connu et qui, lui, est chinois et avait donné cette opportunité de créer une entreprise. Donc, il faut être tactique, mais en même temps, stratégique, en même temps tactique, et pas se lancer à faire n'importe quoi. Je rebondis juste sur votre associé, parce que c'est une question que je vais vous poser quand vous avez prononcé son nom tout à l'heure. Comment on fait pour rester associé 30 ans ?
Est-ce que vous l'êtes toujours? Est-ce que oui, on l'est toujours. Sinon, ce sera un scoop. Justement. Non, on l'est toujours. C'est une fascination pour moi, 30 ans d'association. On ne s'est pas connu dans un monde business, on s'est connu au rugby, à l'entraînement, autour de... Mais souvent, c'est plus facile d'être ami qu'être associé. C'est pour ça que je pose la question. Après, le rugby, c'est un sport où il faut passer la balle pour réussir à avancer. C'est bon la solidarité, c'est vrai. Juste pour le fun, je fête mon jubilé samedi, vous voyez, donc je vais fêter mes derniers matchs de rugby. Et après, je pense qu'on est très complémentaires. Il y en a un qui est bavard, l'autre qui ne l'est pas. Il y en a un qui est plus technologie et ressources humaines, l'autre est plus commercial. Voilà. C'est une alchimie qui est dure à expliquer. La complicité dure depuis 30 ans, sans accroc? Non. Des sujets de discussion, on n'est pas toujours d'accord, bien évidemment, mais non, il n'y a jamais eu de rupture. Voilà. Il y a quand même un point qui est impressionnant également dans la durée effectivement de ce duo, c'est de toujours avoir envie de faire grandir la boîte. Et de s'y investir soi-même autant au bout de 30 ans. Une entreprise, je dis toujours, c'est comme un être vivant. C'est-à-dire que si ça ne progresse pas, ça recule. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Ou alors, il faut être la nano-entreprise où on a une expertise, on est tout seul dans son coin, très bien. Une entreprise comme la nôtre, vous êtes condamné positivement à grandir ou vous arrêter. C'est ce que demande l'ensemble des collaborateurs. Parce que les gens qui bossent le veulent. Mais bien sûr, c'est ce qu'ils ont. Ils veulent grandir dans leur carrière, dans leur job. Micropole, c'est 29 ans, 30 ans. Enfin, les gens ont envie d'apprendre, d'avancer, etc. Ils ont grandi avec vous pour beaucoup d'entre eux. Et puis, honnêtement, alors, je ne sais pas si ça peut faire sourire, moi, c'est ce qui motive toujours. Aujourd'hui, les technologies, en 30 ans, ont continué à s'accélérer, et là, on vit vraiment une phase complètement enthousiasmante. Le nombre de choses qui vont pouvoir être faites, alors avec, dans certains cas, peut-être des risques ou des choses à maîtriser, mais le champ des possibles devant nous est incroyable. Oui, parce qu'on n'en est qu'au début. Voilà. Ah oui, bien sûr. On est qu'au début. L'intelligence artificielle, toutes les bots et compagnie. Vous êtes là-dessus? Bien sûr. Dans le retail, les clients regardent de ça près. Il y a peu d'expériences complètement opérationnelles aujourd'hui, mais dans l'intelligence artificielle, ce qui change le plus aujourd'hui, c'est pas l'intelligence de raisonnement, c'est l'intelligence d'interface. C'est-à-dire qu'on a déjà des machines qui peuvent bâtir des raisonnements, mais comment elle le restitue un être humain ou comment l'être humain communique avec lui. C'est là-dessus où ça bouge beaucoup en ce moment. Arnaud, ça fait donc 30 ans d'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui a le plus changé dans la vie d'un dirigeant d'entreprise de croissance, à la fois dans son quotidien et puis aussi dans l'écosystème autour de vous depuis toutes ces années? Et dans une France qui a changé. Ouais. Alors, il y a des choses super positives et des choses super négatives. Justement, parce qu'on a la force de l'expérience avec nous. On va commencer par les super négatives. Ça s'est terriblement complexifié. C'est infernal. C'est-à-dire, et je ne vais pas dérouler un discours sur le fiscal, le social, le réglementaire, parce qu'on pourrait tous les prendre. On regarde comment fonctionnait une boîte à l'époque en termes de réglementation, de lourdeur, etc. Et ce qu'on fait aujourd'hui. Alors bien sûr qu'on a grandi, je pense ça, mais c'est incroyable. On n'imagine pas. C'est une chape de plomb qui est tombée sur les entreprises de manière colossale. Pour certains points qu'on de manière progressive, il n'y a pas de date particulière. Ça n'a pas arrêté. Non, ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté. Non-stop. Là, on ne va pas faire de politique. Non, c'est non-stop. En permanence, on vous rajoute des contraintes, de la fiscalité, etc. Et pourtant, vous continuez. Et pourtant, vous ne partez pas. Partir où? Ouais, non, après, moi, je suis français, je suis très fier d'être français, je suis très fier de me développer à l'international, mais je suis chez moi et non, j'ai pas envie spécialement. Une question délibérément provocatrice, parce que justement, nous, on préfère partager l'exemple d'entrepreneurs qui, comme vous, malgré les difficultés de l'écosystème français, continuent de développer leur boîte ici. Enfin, j'aurais bien aimé, travailler pendant 1 ou 2 à l'étranger, mais enfin, tous mes centres d'intérêt familiaux, personnels sont ici, donc je me vois mal aller vivre définitivement à l'étranger, même si par moment, ça peut tenter. Donc ça, c'est ce qui va moins bien. Voilà. Après, qu'est-ce qui va mieux? C'est que pour créer une boîte aujourd'hui, on est dans un écosystème au niveau de la création qui est considérablement plus simple. Je veux dire, quand on a créé une boîte en 87, enfin tous les fonds, les aides, les JEI, tout ce qu'on voulait, le mot start-up n'existait pas, enfin en tout cas était complètement inconnu et compagnie. Donc on allait voir la banque, on s'est fait jeter plusieurs fois. J'allais dire on se faisait envoyer promener. Voilà. Et puis la fois suivante, c'était on est OK, mais vous prenez sur vos données propres, vous engagez sur vos biens perso, même si c'était assez minime à l'époque, bien évidemment. Donc on était dans un écosystème complètement fou. Moi, on est là pour raconter un peu son parcours personnel. Quand j'ai raconté à ma mère que j'avais créé une boîte, elle m'a demandé si j'étais pas dingue. Je pense qu'aujourd'hui, un jeune qui a son écosystème personnel dit je vais créer une boîte, on dit ouais c'est sympa, etc. Il va essayer. Donc il y a un intérêt, un monde... Une reconnaissance du monde de l'entrepreneuriat et qui est beaucoup plus forte. Et c'est tant mieux, bien sûr. Vous avez beaucoup contribué, avec d'autres, encore une fois, le canal historique de la structuration de la communauté entrepreneuriale dans ce pays, vous avez beaucoup contribué à faire bouger les lignes, à le faire évoluer, cet écosystème. Croissance Plus qu'on évoquait. Croissance Plus, et puis tous vos engagements, effectivement, dans diverses organisations professionnelles. La question que je me pose toujours quand je vois les parcours comme le vôtre, c'est pourquoi vous faites cela en plus ?
Vous avez déjà de quoi remplir plusieurs existences professionnelles. Parce qu'on s'ennuie, c'est parce qu'on est efficace. Voilà, entre le golf et puis autre chose, je blague. Je sais pas, on a toujours... Disons qu'on a envie de faire bouger les lignes. On voit vraiment les problématiques que rencontrent des entreprises comme les nôtres et d'autres d'ailleurs en tant que telles. Et on se dit, bon sang, c'est idiot. Pourquoi on ne fait pas changer telle ou telle chose ? Et des fois, c'est des choses assez simples en tant que telles. Donc mécaniquement, on est amené à rencontrer des politiques, on se dit, tiens, on va lui proposer de faire ci, lui proposer de faire ça, et puis on est pris dans un espèce d'engrenage positif en tant que tel. Après, je pense que l'ADN de l'entrepreneur, c'est d'être aussi communicant, dans le sens d'être... On apprend toujours à rencontrer des tas de gens, y compris dans des écosystèmes complètement différents du sien. Si vous êtes renfermé, vous ne vous développez pas. Pour se développer, il faut être ouvert, il faut avoir envie de bouger. Donc mécaniquement, vous avez envie de faire partager ce que vous connaissez, de comprendre ce que font les autres et d'apprendre aussi en même temps. Voilà, donc c'est un peu dans les jeunes, je pense, dans l'entreprise. Combien de temps, Christian Poyot, avez-vous consacré 10%, 20% de votre temps aux autres ? Quand j'étais président de Croissance Plus, là, c'était... Ça, c'est considérable. Ah oui, là, c'était peut-être pas du mi-temps, mais pas loin. C'était surtout le soir et puis le week-end. Donc ça, c'était sympathique. Ça rallongeait les semaines. C'était une période pas anodine. Hein. C'était le début de ce siècle où beaucoup de choses, beaucoup de lignes ont dû bouger, justement. Oui. C'était la fin de la bulle Internet, donc c'était agité. Après, il y avait des élections qui ont été compliquées aussi à l'époque, puisque c'était entre Chirac et Le Pen en tant que tel. Et puis, l'écosystème n'était pas encore... Enfin, la France, plus exactement, n'était pas complètement à l'aise avec la notion d'entrepreneuriat. À cette époque. Mais bon, le combat continue. Il y a eu des combats avant, il y a eu des combats après. C'est quoi les combats d'aujourd'hui de Croissance Plus, par exemple ? Vous les suivez encore un petit peu ou pas ? Alors, tous les anciens présidents, et on ne reste que 3 ans, et c'est très bien comme ça, on est au comité fondateur. Donc oui, on suit sans être présent, parce qu'on est passé, c'est aux autres de faire le job en tant que tel. Bien sûr. On reste... heureusement et malheureusement, toujours sur des choses un peu de base, c'est d'améliorer l'écosystème français. Ce qui nous fait tous râler, c'est de dire aujourd'hui, on a en France des moyens mais extraordinaires, on devrait être 10 fois plus loin en termes d'emploi, de développement de la France, etc. Et on a des lourdeurs par rapport à nos concurrents directs qui sont incroyables. Donc Croissance Plus, c'est vrai. Avant, on avait un combat qui était uniquement sur la partie développement des startups. Là, aujourd'hui, il a ajouté cet aspect scale-up et sur la partie environnement favorable au développement des entreprises. On connaît le sujet, on a beaucoup de startups, on n'a pas beaucoup de TI, c'est bien dommage. Et au-delà de cet accompagnement de la croissance des entreprises, qu'est-ce que vous avez envie de développer, notamment pour cette jeune génération d'entrepreneurs ? D'ici quelques minutes, on va accueillir justement la niaque de la semaine. Alors, c'est vraiment un entrepreneur junior, absolument. Effectivement. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour leur faire partager toute cette expérience ? Message de l'entrepreneur il y a déjà 30 ans. Il y a déjà 30 ans. De papy, allez papy, c'est le discours du jubilé, Christian. Non, moi j'ai envie de leur dire, amusez-vous. Amusez-vous dans le sens, ne raisonnez pas trop à ce qui va se passer dans 2 ans, 3 ans. Bon, au-delà de 5 ans, de toute façon, c'est de la futurologie totale. C'est imprévisible. Plus personne ne le fait. Voilà. Je trouve peut-être certains d'entre eux, et j'en croise beaucoup, ont vraiment des choses excessivement précises qui d'ailleurs très souvent ne se passe pas, parce que la vie ne se déroule jamais comme on le souhaite en tant que tel. Donc ça, il faut pas qu'ils tombent là-dedans. C'est surtout de prendre du plaisir, de s'amuser. Et puis je reviens quand même juste 30 secondes sur le sujet de communiquer avec les autres aussi. Il y a un combat qui me tient à cœur, c'est la Fondation Croissance Responsable, qui organise notamment des stages de professeurs d'entreprise. Ça, c'est faire que les mondes se rencontrent. En France, on est quand même très cloisonné. Il y a les entrepreneurs, les journalistes, les politiques, les profs, les gens de la justice, etc. Donc j'aime bien que les gens se rencontrent, simplement se serrent la main, échangent entre eux. Donc je pense qu'un entrepreneur doit aussi avoir cette qualité, cette envie de s'ouvrir en dehors de son écosystème. Est-ce qu'il y a eu des moments où justement vous n'avez plus pris le même plaisir dans l'aventure ? Et comment on lutte éventuellement ? Qu'est-ce qui fait qu'on prend les bonnes décisions ? En 25 ans, c'est pas toujours tout rose. Je sais, c'est pour ça que je pose la question. Il y a eu des phases très très compliquées, bien évidemment. Enfin, l'entrepreneur qui vous dit sur la durée que tout a été c'est un menteur. C'est un menteur. Ou alors un vraiment super chanceux. Oui, il n'y en a pas beaucoup à ce point. Moi, j'en connais pas. Moi non plus. Donc oui, bien sûr qu'il y a des moments très, très compliqués. Ce qu'il faut, c'est garder un optimisme chevillé au corps. Mais ça, bon, je pense que c'est un peu... C'est la nature de l'entrepreneur. C'est génétique, voilà. Ouais, et puis, il faut être résilient. Il faut être capable de prendre la vague, de tenir, etc. Mais le plaisir, parce que vous évoquez le mot plaisir, est-ce qu'il y a eu des moments où vous n'aviez pas envie d'y aller ? Non, j'ai toujours envie de me battre. Parce qu'on a le sentiment que l'entrepreneur, il y va quand même malgré l'adversité avec des signes. Après, c'est ça le sujet. Quand vous êtes face à une difficulté, et je voudrais dire ça de manière pas du tout, péremptoire ou présomptueuse, mais c'est l'envie d'y arriver, l'envie de se battre. On a un sujet... Surmonter la difficulté. Voilà, surmonter la difficulté. On est face à une thématique, on se dit, mais bon sang, pourquoi, comment, on va y arriver, et puis on a envie d'avancer, voilà. Une culture d'entreprise, c'est la même aujourd'hui qu'il y a 30 ans ?
Ou est-ce qu'on arrive à garder cette culture qui a fait l'ADN en fait de Micropole? Alors là, je vais peut-être aller à l'encontre de ce qu'on dit aujourd'hui, la génération Y, etc. Je pense pas que ça ait foncièrement changé. Non. Moi, je me rappelle quand on a créé la boîte, on était très longtemps, on était 4, 5, 6 autour d'une table. Ah oui. Dire, bon, le midi, on allait tous manger ensemble parce que de toute façon, c'était une ambiance start-up et je pense pas qu'aujourd'hui, ce soit fondamentalement différent. Donc je ne suis pas persuadé que les gènes ou l'envie aient vraiment fondamentalement évolué. Je ne dis pas plus que c'était mieux avant, mais ce n'est pas obligatoirement mieux aujourd'hui. Voilà, il y a des gens qui ont envie de bouger, d'avancer, qui ont un gène d'entrepreneur. S'il y avait un mot qui décrit, il nous reste 10 secondes, l'ADN de Micropole, quel serait-il? 2 mots. C'est professionnel, mais avec le sens de l'humour. Ça, c'est une vraie qualité. Un bon mix. Une vraie qualité, un très bon mix. Bien. Merci Christian Poyot. Merci. On se verra dans quelques années, puisque vous êtes un habitué. Vous êtes un habitué de ces studios régulièrement de BFM Business. Mais quant à nous, bien sûr, on sera ravis de vous accueillir à nouveau. BFM Business, l'entreprise BFM. La niaque de la semaine. Niaque Mouvji de la semaine, Félix Malfait, le cofondateur de Lucky Homes, et Arnaud, vous nous le présentez, la niaque, avec Bénédicte Sanson, le délégué général de l'Institut, de Mouvji. Du Mouvji, pardon. Notre niaque de la semaine est donc le cofondateur et le CTO, je crois, donc le geek dans une boîte de geeks de Lucky Homes. C'est un pure player de services touristiques, pour faire très court, de gestion de location genre Airbnb. Alors il va nous indiquer comment il se trouve. Il réussit avec ses petits camarades à trouver un océan bleu dans cet univers dominé par un tel mastodonte. C'est une entreprise lancée alors que Félix, j'allais dire était, mais non, il est encore étudiant. Il lui reste, je crois, 1 an et demi de cursus à boucler. Et c'est donc une pépite membre du Mouvji dont il va découvrir le programme de mentorat, ma chère Bénédicte Sanson. Justement, alors qu'est-ce qui attend notre ami Félix? Alors justement, le mentorat, un accompagnement par un père expérimenté qui aide à réfléchir sur la posture, le savoir-être de l'entrepreneur, essayer de comprendre quels sont les enjeux en tant qu'entrepreneur et non des aspects très techniques, comme le disait justement Félix. Son métier, il le connaît extrêmement bien. Il n'avait pas envie d'avoir des conseils, donc ce ne sont pas des conseils, mais bien quelqu'un qui, parce qu'il a vécu une vie d'entrepreneur, peut l'aider à prendre du recul, à comprendre les enjeux qui se passent. Et justement, Félix est associé avec son frère et un ami. Justement, peut-être qu'un des sujets, ça sera comment on travaille avec ses associés quand il y a un frère, un ami, comment on crée cette relation, un vrai sujet pour le mentorat. Merci Bénédicte Sanson. Bonjour Félix Malfait. Bonjour. Comment vous appréhendez ce mentorat? On va bien sûr parler de l'entreprise Lucky Homes. Est-ce que de la façon dont vous vous différenciez dans cet océan, comment vous trouvez votre océan bleu? Alors justement, c'est ce que Bénédicte disait, j'en attendais pas forcément beaucoup, j'avais peur de... C'est le meilleur moyen de ne pas être déçu. En général. Non mais je me disais, je connais mon métier, j'ai pas besoin de conseils, hein. C'était un peu la façon dont je l'appréhendais, ça faisait partie du programme. On a déjà eu un premier rendez-vous et j'ai complètement changé d'avis. Voilà, C'était quoi le déclic? C'était quoi le déclic? C'est en fait parce le que conseil qui tue. C'est pas du tout l'esprit du programme, c'est pas du tout d'avoir un expert qui vous donne des conseils et qui vous dit quoi faire dans votre propre boîte. Ouais. C'est plutôt quelqu'un qui est là pour vous poser des questions, prendre un temps de recul, une fois toutes les 2 semaines, une fois tous les mois. Et déjà, les premières questions qu'il a posées sont dérangeantes. Dérangeante, ouais. Je sais pas si j'irai jusque-là, non. Non, mais c'est souvent ça qui fait grandir aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Il challenge un peu vos convictions. Ouais, exactement. C'est ce qu'on attend de lui. C'est qu'il y ait du challenge. Est-ce que l'un des objectifs est effectivement de trouver cet océan bleu face à ce géant qu'est Airbnb? Et d'ailleurs, quel serait-il cet océan bleu? Alors, on n'est pas en concurrence directe avec Airbnb. Oui, c'est ça, vous vous inscrivez dans cet univers, mais je pense que ça mérite d'expliquer ce que vous faites. Voilà, on est une surcouche par-dessus Airbnb. Nous, on part d'un constat simple, c'est que cet été, j'imagine que vous partez en vacances. J'espère. Voilà. Peut-être louerez-vous à Airbnb. Là, je prolonge le pitch pour vous permettre d'arriver à votre service. Allez-y. Et votre logement va être vide cet été. Nous, on trouve que c'est dommage. Il va être vide. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Sans doute parce que vous n'avez pas le temps de faire les ménages, d'accueillir les visiteurs, que vous n'avez pas le temps de gérer une annonce, de répondre aux visiteurs, vous ne savez pas quel prix choisir, prendre des photos, etc. Donc nous, notre proposition de service, c'est vraiment vous venez chez nous, vous déposez les clés. Et on s'occupe de tout. Où ça? En France? Partout? En France, on est déjà en France et au Canada. On a ouvert une dizaine de villes. Alors comment fait-on? Parce que là, évidemment, je comprends bien le concept, mais ça veut dire que ce sont des gens physiquement qui vont laver les draps, accueillir les gens. Comment on crée ce réseau? Eh ben, on essaie de trouver des personnes qui ont une forte présence terrain, des locaux à chaque fois, et qui sont eux-mêmes des entrepreneurs. On les aide à créer leur entreprise. D'accord. Et on est sur un contrat de partenariat. De conciergerie un petit peu, ces gens-là. C'est ça, Et vous vous occupez de mettre en ligne ces annonces, notamment sur les sites de type Airbnb par exemple ou pas? Voilà, de tout le savoir-faire online, de la mise, de la création de l'annonce, à la gestion des prix aussi, qui n'est pas un métier facile. On a développé notre propre technologie en interne pour... Vous avez votre propre site éventuellement ou pas du tout? Bien sûr, on est les seuls aussi également à
avoir une application pour les propriétaires. On investit énormément sur la technologie. Mais on trouve des biens sur vos sites ou pas du tout ? Et on trouve des biens, mais c'est pas encore un axe de développement fort pour nous. Non, vous, c'est la dimension service, quoi. Voilà, C'est-à-dire aujourd'hui, que vous facilitez la vie de ceux qui veulent effectivement se lancer sur ce marché de la désintermédiation. Business model classique, commissionnement, ou bien il y a un fee classique par location. On reverse 80% des revenus qu'on arrive à générer, comme ça nos intérêts sont alignés avec vous. Ça inclut la prestation également de conciergerie, d'accueil, de remise des clés, de faire un état des lieux, de laver les draps. J'insiste là-dessus parce qu'il y a aussi tous ces sujets-là. C'est très pragmatique. Oui. Mais, et donc le marché était émergent et c'est pour ça qu'il n'a pas attendu la fin de ses études pour se lancer. C'est ça un peu l'idée ? C'est ça. L'occasion, elle est à saisir maintenant. Le marché, il est à consolider je pense maintenant. qu'il y a une vraie explosion en ce moment. Mais si je peux me permettre, vous n'êtes pas le seul acteur. Il y a beaucoup de jeunes entreprises qui sont en train de se créer sur ce créneau, me semble-t-il. Oui, il y a beaucoup d'acteurs parce qu'il n'y a pas de vraie barrière à l'entrée. N'importe qui peut se lancer et gérer 10, 20, 30 appartements. Il n'y a pas vraiment de savoir-faire nécessaire pour ça. La barrière à l'entrée, elle est plus quand on veut gérer 100, 200, 400 appartements. Là, pour maintenir la qualité de service, il faut avoir des process, il faut avoir du logiciel. Et comment est-ce qu'on fait pour développer ainsi une boîte quand on a par ailleurs un double cursus de formation Il y a un peu de boulot. Voilà, un peu de boulot, ingénieur et école de commerce. Voilà. C'est pas facile, mais j'ai eu des profs sympas qui... Oui, mais au-delà des profs sympas, comment est-ce qu'on s'organise ? C'est justement les vertus de l'association, le fait d'entreprendre à trois, comme l'évoquait tout à l'heure Bénédicte Sanson. Oui, j'avais la chance d'être sur un domaine technique, donc en fait... on peut être geek à n'importe quelle heure. On peut programmer pendant les cours, on peut programmer la nuit. On a les cours. Et je reviens, Félix, je reviens en conclusion, il nous reste à peine 30 secondes, Félix, sur les zones sur lesquelles vous êtes. Vous n'êtes pas sur toute la France, vous avez choisi des villes, j'imagine, parce qu'il y a des équipes... On est presque sur toute la France, il nous manque encore quelques villes, on cherche des entrepreneurs dans ces villes-là, notamment Lille et Bordeaux. Donc si certains nous regardent et se sentent l'âme d'entrepreneur, on prend encore les candidatures sur ces villes-là. Ça s'appelle Lucky Homes, ça s'écrit de manière un petit peu atypique, Luckey, c'est ça. Homes. Bon vent, Bénédicte, encore une bonne pioche. On va bientôt le découvrir en tout cas. Merci infiniment. Merci à vous. Merci Félix. C'est la fin de cette première partie d'émission. On se retrouve dans un instant pour Entreprise et Capital. Restez avec nous sur BFM Business. BFM Business, l'entreprise BFM. L'émission qui donne envie d'entreprendre.